Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'événement comics des années 90. Nous sommes en 1996. Il s'agit de Heroes Reborn, la renaissance des héros et également le retour en grande pompe des deux Golden Child, des deux rockstars du comics dans les années 90, Jim Lee et Rob Liefeld chez Marvel. Ils avaient quitté avec pertes et fracas Marvel au début des années 90, suite au succès gigantesque de X-Men et de X-Force numéro 1, puisque les séries avaient été lancées à coût de millions d'exemplaires, plus de 8 millions d'exemplaires pour X-Men 1 par Jim Lee, plus de 5 millions d'exemplaires pour X-Force numéro 1 par Rob Liefeld. On critique souvent Rob Liefeld, on entend souvent des choses pas sympas sur Rob Liefeld. Il tient le record, la deuxième meilleure vente de comics aux États-Unis avec 5 millions d'exemplaires vendus pour un seul comics. Les numéros suivants s'étaient également vendus à quelques millions d'exemplaires. Ces deux artistes ont véritablement révolutionné l'industrie. Ils ont atteint des chiffres absolument spectaculaires. À titre de comparaison, le Spider-Man numéro 1 de Todd McFarlane, petit lapsus, c'est lui vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Rob Liefeld l'a vendu 2 fois plus de X-Force numéro 1, des X-Force vendus par Marvel. Et donc facturés, encaissés, des millions de dollars étaient en jeu à l'époque. Les artistes se sont sentis alors totalement exclus de ce qui devait être une grande fête, puisqu'ils ne touchaient pas de droits ou très peu sur ces séries, et ils continuaient à être payés à la page comme Jack Kirby en son temps. Jack Kirby qui partira quelques années plus tard et qui aura travaillé toute sa vie vivant dans une forme de semi-pauvreté et qui n'aura jamais connu l'énorme succès des séries, des films, et n'aura jamais touché le moindre million des milliards que Marvel a empoché depuis toutes ces années. Nous ne voulons pas reproduire ce schéma. Jim Lee, Rob Liefeld et les autres ont quitté Marvel, ils ont créé Image Comics. Jim Lee a créé le studio Wildstorm avec des séries comme Wildcats, des séries comme Stormwatch, des séries comme Gen 13, Divine Right. Et puis le label Cliffhanger, faisant naître des générations d'artistes absolument incroyables comme Travis Charest, Lee Bermero ou encore J. Scott Campbell, bien entendu. Rob Liefeld de son côté va créer le studio Extreme et va lancer la série Youngblood et plein d'autres séries comme Brigade, comme Prophet, etc. Des séries qui vont se vendre à plusieurs millions d'exemplaires. Également, le premier numéro de Wildcat, c'est 1,5 million d'exemplaires. Le premier numéro de Youngblood, c'est presque 1 million d'exemplaires. Le deuxième arrive au million d'exemplaires. Ce sont des séries qui ont vraiment cartonné. Brigade numéro 1 par Dan Fraga, c'est 1 million d'exemplaires. À l'époque, les comics se vendaient, les comics étaient à la mode, ça passait à la télé, on parlait de ces artistes partout dans les médias. Il y avait une comics mania, il y avait aussi des spéculateurs sur le marché, il faut le savoir. Les gens qui spéculaient autrefois sur les cartes de baseball ou les cartes de football américain avec des statistiques, ont continué à évidemment spéculer, mais cette fois sur les comics. Donc beaucoup de comics étaient achetés non pas pour être lus, mais pour être revendus quelques années plus tard. Et tout ça a fait que les comics étaient vraiment au sommet à cette époque. Quelques années plus tard, les X-Men continuent de très bien marcher. Scott Lobdell, des artistes comme Andy Kubert, Joe Madureira, bientôt Carlos Pacheco, qui vont évidemment nous régaler sur ces séries. Mais certaines séries sont complètement dans les choux avec des ventes autour de 20 ou 30 000 exemplaires. Je pense à Captain America, aux 4 Fantastiques, aux Avengers. Les séries sont complètement à l'ouest. Et il faut faire quelque chose. Pour la première fois, Marvel va décider de sous-traiter une partie de son catalogue, donc 4 séries. Donc les séries Captain America, Avengers, Iron Man et les 4 Fantastiques. Elles ne seront plus produites en interne, elles ne seront plus produites à New York, elles seront produites en Californie et elles seront produites chez Jim Lee dans son studio, chez Wildstorm et chez Rob Liefeld. Des séries qui vont être sous-traitées, qui vont être presque mises en licence, ce qui va évidemment créer énormément de tensions chez Marvel, nous allons le voir. Alors, pour faire cette vidéo, évidemment, je vais vous montrer
les pages, parce que c'est le principe du page à page, mais je vais également vous parler des anecdotes. Je vais parler d'anecdotes que j'ai pu entendre dans le podcast de Rob Liefeld qui s'appelle Robservation. J'ai écouté les épisodes consacrés à Heroes Reborn, c'est passionnant, on découvre toute l'histoire et on revit avec lui avec passion parce que c'est quelqu'un de passionné. Tout cela, on va comprendre comment Rob Liefeld et Jim Lee ont véritablement été des rockstars à l'époque, comment ils ont changé le game, parce que les auteurs depuis touchent un peu de droit, très peu sur les rééditions, mais quand même des clopinettes, alors qu'avant ils ne touchaient rien. Et on va comprendre comment ils ont monétisé leur stardom, hein, le fait qu'ils soient très connus, et comment ils ont réussi à passer d'une étape où les comics, les auteurs étaient payés quelques centaines de dollars par page à plusieurs millions, parce qu'on parle de millions de dollars dans les années 90, et ça a véritablement tout changé. Alors je prends évidemment l'histoire racontée par Rob Liefeld avec des pincettes, parce que même s'il a beaucoup apporté aux comics et qu'il les a évidemment emmené au sommet avec des ventes à plusieurs millions d'exemplaires et qu'il a créé des personnages iconiques comme Cable, Deadpool, Domino, etc. Eh bien, il a tendance évidemment à réécrire un petit peu l'histoire à sa sauce. Il faudrait avoir évidemment un deuxième son de cloche pour valider tous les propos de Rob Liefeld. Je ne doute pas de sa sincérité, mais il a tendance évidemment avec sa passion et sa gouaille à tirer la couverture à lui, ce qui est, on va le dire, un petit peu normal, bien entendu. Alors Heroes Reborn, c'est une sorte de Ultimate Marvel avant l'heure. Le but était véritablement de relancer des séries qui étaient en train de mourir et qui étaient complètement dans les choux en termes de création et de créativité. Pour exemple, Rob Liefeld prend l'exemple de Captain America qui, 2 ans avant Heroes Reborn, était un loup, c'était Capwolf, et la série se vendait à moins de 30 000 exemplaires par mois. C'est-à-dire que tout ce qui faisait le sel et tout ce qui faisait la coolitude du personnage de Captain America avait disparu. Le but, c'est que la nouvelle génération ne lisait pas de comics et que ces comics étaient vraiment ringards et vieillots, et qu'il fallait peut-être aussi moderniser les origines, ce qui sera fait plus tard dans évidemment la gamme Ultimate, mais qui à l'époque, il n'y avait pas eu de reboot, il n'y avait pas eu de relaunch, c'était pas la mode de faire des nouveaux numéros 1 tous les 2 ans. À l'époque, on en était au numéro 300 ou 400 d'une série, et il fallait évidemment faire avec. Donc c'était vraiment une première de relancer ces séries. Donc il fallait vraiment redynamiter tout ça. Et donc, l'idée a été de proposer à ces auteurs de revenir. Mais ils n'allaient pas revenir gratuitement parce qu'ils avaient quand même claqué la porte et qu'ils avaient un studio à faire vivre. Donc, il fallait sous-traiter, embaucher les studios et les faire revenir. En interne, chez Marvel, il n'était pas question, parce que les dirigeants de Marvel voulaient qu'il se passe quelque chose. Ils voulaient évidemment que Marvel récupère ses parts de marché et retrouve le sommet des ventes qu'ils avaient connu au début des années 90. Mais certaines voix ont décidé qu'ils avaient le pouvoir de le faire en interne et qu'ils n'avaient pas besoin de sous-traiter. Et donc il y a eu des guerres de clans chez Marvel avec certains éditeurs qui se sont foutus sur la gueule. Et surtout, il y a eu un sursaut puisque, très vexé qu'on fasse appel à Jim Lee et Rob Liefeld, l'éditeur de Captain America à l'époque a embauché Mark Waid et Ron Garney. Ces épisodes, vous les retrouvez dans l'omnibus consacré à Captain America par Mark Waid et Ron Garney. Et donc, il y a des épisodes qui sont sortis avant Heroes Reborn et qui ont remis, sans faire de reboot, sans faire de relaunch, qui ont remis Captain America sur le droit chemin. Artistiquement, c'était fabuleux. Commercialement, c'était toujours un bide puisque ça n'a jamais décollé. Mark Waid et Ron Garney auront la chance de revenir après Heroes Reborn sur la série, vous le savez, puisque c'est eux qui referont le nouveau numéro 1 de Heroes Return avec Captain America. Et donc, ils auront une seconde chance de s'exprimer, cette fois avec succès, puisque un nouveau numéro 1, ça relance les ventes. Et c'est ce dont Marvel s'apercevra, qu'un nouveau numéro 1, ça fait marcher et ça fait vendre des comics. Alors, Heroes Reborn est donc né comme ça, un peu dans la douleur. Et donc, ça a été très compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui voulaient évidemment la mort de ce label et surtout qui ne comprenaient pas pourquoi Marvel mettait autant d'argent sur ces deux artistes. Il faut dire que Marvel a payé le prix fort pour faire revenir Jim Lee et Rob Liefeld, puisque Rob Liefeld parle des chiffres dans ce comics.
il parle d'un deal pour 12 numéros de 3 millions de dollars pour Wildstorm et 3 millions de dollars pour Extreme Studios. Donc, autant vous dire que c'est beaucoup d'argent. Donc, alors, c'est connu que Rob Liefeld payait très très bien ses auteurs à cette époque, puisque Steven Platt, qui devait dessiner les 6 numéros suivants de Captain America après Rob Liefeld, eh bien, touchait 45 000 dollars par épisode. Ce qui était fou et que les encreurs étaient payés 3 fois le prix qu'ils étaient payés chez Marvel à l'époque. Et ensuite, comme des grands sportifs, comme des basketteurs ou des footballeurs, ils ont une prime à la signature. Mais ça, c'est une prime personnelle. Donc Jim Lee et Rob Liefeld ont chacun touché 350 000 dollars à la signature pour pouvoir conclure le deal. Donc c'est beaucoup d'argent, ce qui posait la question de la rentabilité, parce que mettre 3 millions de dollars pour produire 24 épisodes, il faut quand même en vendre beaucoup, hein, parce qu'à l'époque, les comics, je ne sais pas si on a les couvertures originales, mais ça devait coûter 2 dollars ou voire 3 dollars maximum. Donc ça veut dire que Marvel récupérait peut-être 50 centimes par épisode. C'est-à-dire qu'il faut vendre beaucoup d'épisodes pour couvrir ses frais, mais il fallait réagir et Marvel l'a fait à l'époque. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet et je vous raconterai d'autres anecdotes par rapport à tout ça, puisque véritablement, il y a eu énormément d'histoires et les podcasts de Rob Liefeld sont passionnants. Je ne suis pas là pour tout paraphraser, je vous invite à les écouter, c'est en anglais. L'Omnibus commence avec un Heroes Reborn 1/2 dans la grande tradition des épisodes publicitaires, offert gratuitement avec le magazine Wizard dans les années 90, une couverture de Rob Liefeld avec ses personnages. Alors, j'aime pas trop cet épisode parce que il n'est pas fait par les superstars, donc c'est Dan Fraga qui fait l'épisode de Captain America et l'épisode de Iron Man est fait par Scott Lobdell et un dessinateur que je ne sais même pas qui c'est, il s'appelle Robert Terranici, pardon. Et donc c'est un peu dommage de ne pas avoir les superstars parce que le principe de Heroes Reborn c'est un peu d'avoir les superstars. Le numéro 1 de Captain America, le voici, le voilà, nous sommes en novembre 1996. Donc Rob Liefeld nous explique il aura fallu un an. Il aura fallu un an pour faire évidemment les contrats, un an d'avocat et de contrat pour obtenir ces 3 millions de dollars. Et le pitch était évidemment de relancer Captain America avec un premier flashback pour montrer à quel point il était fort et un Captain America à notre époque, un Steve Rogers qui se réveille et qui ne sait pas qu'il a été Captain America, il n'a pas le bouclier et donc c'était un véritable épisode origine qui nous est proposé puisque on y découvre un Rob Liefeld qui a envie de re-raconter les origines et donc qui repart de zéro pour une nouvelle génération de lecteurs avec ses poses iconiques et son style absolument inimitable. Rob Liefeld a écrit et dessiné cet épisode. Et c'est lui qui a évidemment embauché Jeff Lubb. Jeff Lubb qui n'était pas encore le grand Jeff Lubb qu'on connaîtra plus tard, mais Jeff Lubb qui est un auteur qui évidemment va exploser dans ces années-là. Il fera le script, il fera les dialogues. Et c'est lui qui fera tous les textes que vous voyez dans ces bulles-là. Voilà. Alors, Rob Liefeld utilise ces recettes qu'on a déjà vues dans Les Nouveaux Mutants, dans X-Force et dans Youngblood. Mais ça marche, c'est ce que les gens veulent à l'époque. Alors là, c'est très drôle parce qu'il y a un agent secret qui ressemble un petit peu... On est à l'époque de Mission Impossible. C'est clairement Ethan Hunt. C'est clairement... on voit jamais son visage en entier, mais c'est clairement Tom Cruise. Là-dedans et donc voilà, donc nous sommes dans ce New York dans lequel Steve Rogers va découvrir que son bouclier a été caché de génération en génération jusque pour arriver dans les années 90. Alors quelques petits problèmes de perspective, mais Rob Liefeld n'est plus à ça près, vous le savez. Et donc le héros va renaître et Captain America va donc apparaître et Captain America sera là pour sauver évidemment. Le premier épisode est super long, hein, il fait une 50aine de pages, c'est gourmand et Rob Liefeld veut, vous savez que Rob Liefeld il aime les comics et il l'a prouvé plusieurs fois. Et donc, il aime évidemment nous montrer cela et donc, il nous régale avec un Nick Fury qui arrive évidemment à la fin et un deuxième épisode. Alors, cet omnibus s'articule, voilà, ce n'est pas un épisode de chaque, ils mettent 3 épisodes de Captain America, puis 3 épisodes d'une autre série. Donc, voilà, c'est Marvel qui aux États-Unis a choisi l'ordre des épisodes. Et c'est tout simplement l'ordre qu'a repris Panini pour l'édition française
bien entendu. Donc, introduction du Shield, du Red Skull, bien entendu, de Crossbone. Voilà, des épisodes qui ont absolument cartonné. Et des épisodes qui ont été des véritables succès. Le premier épisode de Captain America s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Mais je voulais voir sur la couverture s'il y avait le prix. Est-ce qu'on avait le prix des comics sur la couverture? On retourne sur la couverture du 1, mais je ne pense pas qu'ils aient remis le prix. Non, le prix devait être sur la 4e de couverture. Donc, énorme succès. On passe de vente autour de 30 000 exemplaires. Des ventes à plus, voilà, ça y est, là il met son costume, des ventes qui étaient à 30 000 exemplaires qui passent à 300 000 exemplaires, 10 fois plus de lecteurs, et c'est surtout que c'est des parts de marché que Marvel récupère, et c'est de la place sur les étals, et puis c'est de la pub, ça fait revenir les gens en boutique, et les gens achètent des comics, et les gens achètent aussi du X-Men à côté, les gens, voilà, donc ça a vraiment bénéficié à tout. Et donc il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans les caisses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, reste la question de la rentabilité. Parce que, pour recouper des épisodes qui coûtent quasiment 100 000 $ pièce, il faut quand même en vendre beaucoup des comics. Donc, ça veut dire qu'il faudrait en vendre quasiment 500 000, vous voyez. Et donc, du coup, à 300 000 exemplaires, c'est un succès, mais ce n'est pas le succès escompté. Alors, si on pense évidemment en court terme, c'est-à-dire si on pense en juste les numéros, 300 000 exemplaires, ouais, c'est peut-être pas forcément rentable. Mais nous sommes en 2024. Ces comics sont édités, réédités en France, aux États-Unis, en Espagne, partout dans le monde, sous licence et ailleurs, en omnibus, des omnibus qui coûtent parfois plus de 100 $ aux États-Unis, qui peuvent coûter 80-90 € en France, voire 100 €. Tous ces omnibus, depuis 25 ans, toutes ces rééditions en TPB, toutes ces rééditions en Deluxe, toutes ces rééditions, elles sont évidemment profitables et rentables pour Marvel, parce que Marvel continue, 25 ans après, à rentabiliser son investissement de 1996. Et surtout que ces dettes ont été épongées depuis très longtemps, puisque vous le savez, avec le rachat de Marvel, les gens qui ont vendu Marvel en 2007, s'en sont mis plein les poches. Alors ça, c'est du pur Rob Liefeld avec Nick Fury et son armure. Voilà, et donc ça, c'est tout simplement fabuleux. Donc, Rob Liefeld fait les 6 premiers numéros, et on en parlera tout à l'heure, de la série, 6 premiers numéros de cette série, et il nous régale avec son dessin. Donc, c'est Steven Platt qui devait faire la suite. Finalement, c'est pas lui qui la fera, vous verrez pourquoi. Et donc, il a aussi décidé de lancer la série Avengers à côté. Il fait la couverture et il fait des pages. Parce que au scénario, c'est lui qui fait évidemment c'est lui qui fait l'histoire. C'est Jim Valentino qui devait bosser non, c'est Chuck Dixon qui devait bosser sur Captain America. Jim Valentino fait les dialogues des Avengers, et Chapiepp fait les 19 premières pages. Alors Chapiepp, je m'étais posé la question de savoir ce qu'il était devenu, ce dessinateur superstar à l'époque chez Marvel. Chapiepp, il est devenu animateur, et il a travaillé sur énormément de séries animées après. Il a quitté les comics pour aller bosser dans l'animation. Rob Liefeld en parle dans son podcast. Et Rob Liefeld fait quelques pages, puisqu'il fait les pages 20 à 41. Donc à l'époque il faisait 2 comics. Voilà, donc Loki arrive, on garde alors c'est pas le Loki des comics récents ni de la série, mais c'est le Loki de l'époque, hyper musclé, c'est les années 90, du muscle et de l'action. Et donc Chapiepp qui avait fait aussi je crois qu'il avait fait du Nouveau Mutant à l'époque, mais en tout cas il a beaucoup travaillé avec Rob Liefeld chez Extreme Studios. Et donc les Avengers se forment avec Vision, avec la Sorcière Rouge, avec une vision, justement, une version très différente, avec une équipe complètement repensée. On n'est pas sur l'équipe originelle des Avengers. Là, il y a le Swordsman. Non, le Swordsman est là, pardon. Et ça, c'est Hawkeye. C'est Hawkeye qui a le masque de Wolverine. Je ne sais même plus qui est cette personne qui ressemble à Feral, et la Vision qui est là. Et donc, Thor qui est là et qui revient. Donc, l'équipe se forme. Et voilà. Et Thor apparaît
pour le plus grand plaisir de tous. Et donc, le combat peut commencer entre ces personnages qui d'abord ne sont pas copains, mais qui vont le devenir par la suite. Il y a du muscle, il y a de l'action, c'est véritablement un plaisir coupable. Et à la fin, l'équipe est au complet et les aventures peuvent commencer. Là, c'est Rob Liefeld qui dessine donc les dernières pages, comme vous avez pu le voir. Donc, ce combat épique, puisqu'il a dessiné à la fois du Captain America et du Avengers. Alors, vous avez les couvertures, évidemment, et tous les dessins promotionnels de l'époque, et notamment ce dessin que vous connaissez peut-être, puisque ce dessin, c'est le dessin teaser qu'avait fait Rob Liefeld avant d'arriver sur la série. Ce dessin a beaucoup fait parler parce qu'évidemment le buste de Captain America est complètement surdimensionné. Et ça fait super plaisir de le voir comme ça. Alors depuis, il l'a refait avec Sam Wilson, le deuxième Captain America, vous le savez, le faucon devenu Captain America. Ce dessin s'est vendu aux enchères à la fin 2023 à $132 000. C'est-à-dire qu'il y a un collectionneur, un investisseur qui a dépensé $130 000 pour acheter le dessin original, ce qui nous prouve que cette époque, évidemment, a résonné et que cette époque a évidemment était un véritable plébiscite et un véritable phénomène. Nous avons vu 3 numéros de Captain America, nous avons eu le premier numéro d'Avengers, et voici enfin le numéro 1 des 4 fantastiques de Jim Lee. C'est le vaisseau amiral. Alors Jim Lee, c'est la rockstar, hein. Jim Lee, c'est la superstar des comics. C'est un phénomène, il a vendu des millions de comics, plus gros vendeur de comics aux États-Unis, et puis dessinateur hors pair. Nous parlerons de lui et de sa carrière évidemment après. Et donc il prend le pari de relancer les 4 Fantastiques. C'est vraiment la plus belle des séries au niveau artistique, la mieux menée. Jim Lee va faire 6 numéros des 4 Fantastiques. On y découvre les personnages, donc rajeunis, super cool, super bien sapés, super sexy, et ces personnages vont découvrir leur pouvoir, hein. Donc le premier numéro était un épisode double. Moi je me souviens que je l'ai acheté à l'époque, hein. J'ai l'épisode original. Et donc voilà, ils décollent dans une fusée, ça va pas se passer, ils vont se faire irradier, ils vont devenir les 4 Fantastiques, ils vont chacun développer un pouvoir. Ben Grimm va devenir la chose, Sue Storm va devenir, donc là regardez, voilà, là, quand on découvre la chose, c'est tout simplement exceptionnel. Elle peut devenir invisible et créer des champs de force. Des champs de force. On va découvrir Reed Richards qui, donc lui, peut devenir l'homme élastique, et évidemment la torche humaine et l'homme taupe qui est leur premier ennemi. Deuxième épisode, évidemment, avec l'apparition de Namor. Donc voilà, vous voyez c'est super bien produit, c'est magnifique, les ventes sont au sommet, hein, des centaines de milliers d'exemplaires vendus. Je crois que c'est Namor qui arrive, des dessins complètement iconiques. Et alors là, Marvel, ils sont dans leurs chaussons, ça cartonne, c'est beau, ils se disent ça y est, on est reparti. Les 4 Fantastiques, c'est quand même la première famille Marvel, c'est quand même le premier comics qui a lancé Marvel en 1961. Et donc, ils ont quelque chose digne, le digne héritier de ce qu'ont pu faire Stan Lee et Jack Kirby. C'est la relecture parfaite du début voilà, ils ont compris les personnages, ils ont tout compris. C'est vraiment la série qui efface les autres en termes de vente et en termes d'aura, parce que c'est clairement un Ultimate Fantastic Four, quoi. C'est clairement un Ultimate Fantastic Four avec, regardez, l'apparition de Captain America, non seulement sur la couverture du 3e épisode, mais aussi dans ses pages. C'est vraiment comme ça que les comics devraient être produits. Et voilà, en 1996, on ne peut pas avoir de meilleurs comics sur les étals. Voilà. Nous allons terminer la première partie de cet épisode consacré à Heroes Reborn, et parce qu'on va faire une deuxième partie, parce que j'ai encore plein d'anecdotes à vous raconter. Et plein de pages à vous montrer surtout, puisqu'on va savoir dans la seconde partie pourquoi Rob Liefeld a été évincé
de la seconde partie. Pourquoi il n'y a pas eu de saison 2? Parce qu'il devait y avoir une saison 2 de Heroes Reborn. Et on va savoir pourquoi Jim Lee a pris le dessus sur les 4 séries. Et pourquoi Jim Lee et Rob Liefeld se sont un peu fâchés. Pourquoi Rob Liefeld a eu des années un peu tourmentées. Parce que ça tirait des deux côtés. Ça tirait du côté Marvel, ça tirait du côté Image Comics. Tout ça sera à découvrir dans la seconde partie du page à page consacré à Heroes Reborn. Merci d'avoir suivi ce premier chapitre. Salut!